RERD, pareil. Grosse histoire, accusation. Encore une fois, on accuse qui? Aucun témoin. Les musulmans. Ouais, une bande de rebeux. Ouais, de rebeux, de musulmans. Parce ils auraient marqué au feutre sur son Des ventre. croix gammées, Des croix gammées, sales juives, etc. Elle était enceinte en plus, donc c'était vraiment l'horreur absolue. Et c'est des musulmans, donc parce que ça est pour justifier. Maintenant, l'antisémitisme doit être justifié. Ouais. Donc aujourd'hui c'est plus l'extrême droite, donc c'est l'islam. Alors il y a un nouvel antisémitisme, c'est la version que tout le monde donne aujourd'hui dans les médias, chez les intellectuels sionistes, juifs sionistes, Finkelkraut, tout ça. C'est la version que maintenant il y a un nouvel antisémitisme et qui vient de l'islam en fait. Et donc des musulmans et des quartiers populaires qui sont majoritairement habités par des musulmans, ouais. Voilà. Ok. Donc tout ça, c'est pareil, là-dessus il y a beaucoup à dire. Validé par le Front National aussi aujourd'hui, mais bon, ils se rejoignent beaucoup sur Bien sûr, mais il faut savoir, là je suis obligé de rebondir sur les trucs comme ça. Il faut savoir que donc Front National est sur la version anti-islam, Zemmour et toute la clique qui sont dans le même délire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle pendant quelques minutes au pire, au mieux, sur le fait que dans toute l'Europe aujourd'hui, il y a des mouvements d'extrême droite qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur et qui sont dont le combat est d'abord axé sur l'anti-islam. La lutte anti-islam et anti-musulman. Ouais. Voilà. D'accord. Donc on part de la haine anti-islam à la haine anti-musulman, avec par exemple la rémigration, le fait de vouloir expulser tous les musulmans d'Europe. Ce discours-là, il n'est pas tenu qu'en France. Il est tenu beaucoup en Europe. J'ai envie de dire il y a Wilders en Hollande. Il est bien plus dur ailleurs qu'en France. Il y a la Tommy Ligue... Robinson, les DDL en Grande-Bretagne, Exactement. Gerd Wilders en Hollande, voilà. Il y en a en Hongrie, il y en a en Danemark, en Suède, il y a des mouvements partout, effectivement. Je vois que tu es bien au courant. Okay. Et donc... ouais. Et donc... c'est pas une nouveauté en fait. Le fait qu'il y ait maintenant qu'on ait des liens entre l'extrême droite et le sionisme. Parce que bien souvent ces partis même d'extrême droite sont financés par des sionistes. Voilà. Et appuyés par même... ils se revendiquent, ils n'hésitent pas à dire qu'ils ont un combat commun, quoi. Ils se retrouvent. Et n'hésitent plus à dire aussi que voilà, aujourd'hui ils sont plus antisémites, eux ils sont plus antisémites, ils sont gentils, ils sont plus antisémites. La preuve c'est qu'il y a des rabbins par exemple, des rabbins qui viennent dans leurs événements, notamment en Angleterre pour soutenir les ligues d'extrême droite anti-musulmanes là-bas, qui vont avec elles, qui les soutiennent en disant oui, ces gens-là ne sont pas antisémites, mais ils répondent à une menace réelle qui est l'islam. Alors, je vais me faire mon avocat du diable. Et attends, excuse-moi, juste pour finir. Et menace qui non seulement les touche eux, mais nous touche nous aussi, les juifs. Vous voyez bien, il y a un nouvel antisémitisme. Bien sûr, en vérité, ces gens-là sont pleins de haine. Voilà. Non, il y a une collusion qui se fait, mais pour ce qui est du cas de la Grande-Bretagne, il faut quand même le préciser, il y a aussi des sacrés zozos en face. Parce que il y a des prédicateurs musulmans qui viennent toute la journée expliquer on veut mettre la charia en Angleterre, on va voiler toutes vos femmes, on va machin. Des paroles comme ça qui, faut bien le dire, engrainent, donnent de l'eau au moulin de l'autre côté. C'est un constat très intéressant ce que tu viens de faire, parce qu'en fait, il faut bien justifier la réaction. Donc d'où vient cette réaction est due à quoi? Elle est due justement à cette haine qu'on a en face, qui provient des musulmans. En tout cas de cette frange des musulmans. Ouais. Et qui s'expriment. Alors là en Angleterre par contre ça va avec l'Angleterre, ils ont une liberté d'expression absolue là-bas. Beaucoup plus. Je pense qu'en France ça passerait mal. Les propos comme ça ils finiraient par se faire censurer quoi. Là-bas en Angleterre il n'y a pas de censure là-dessus. Non mais il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure sur rien en Angleterre apparemment. Non, ils censurent. Tu peux prendre la parole dans la rue, parler tout ça tranquille. Dire ce que tu as envie de dire, il n'y a pas de souci. Que tu sois bon. Bref. Et donc on disait quoi? Justement que là-bas, il y a une confrontation entre ces groupes-là d'extrême droite et un islam hyper radical. Oui, chacun regarde, en France c'est quoi? C'est les djihadistes qui sont partis en Syrie dans un premier temps et ensuite qui ont rejoint Daesh, tout ça, et qui risquent de revenir en France et qui aujourd'hui ont des cellules aussi, des cellules aussi terroristes ou islamistes ou djihadistes qui existeraient en France et qu'on veut démanteler. C'est ça l'ennemi aujourd'hui en France. Voilà. Avec d'autres ennemis qui existent depuis, on va dire, depuis 2001 en réalité. Ouais, mais ça, et puis même en vérité depuis l'Algérie. C'est-à-dire depuis les élections en Algérie, en 91, c'est là qu'on a commencé à vraiment diaboliser, à insister et à diaboliser réellement les musulmans. Oui, parce qu'il y a eu aussi, mais là il faut bien le dire quand même, l'Algérie elle était en bisbille avec la France, parce que Khaled Kelkal et un certain nombre on va dire d'Algériens de l'époque qui se sont fait prendre comme ça dans ces affaires de terrorisme, on sait que l'État algérien était
complètement impliqués avec l'État français, que les services de renseignement travaillent main dans la main, et que il y a des, j'ai envie de dire presque des, tu vois, ce sont des false flags qui s'organisent entre eux, comme l'histoire de l'ambassade de France en Algérie, où on avait kidnappé les diplomates, fait croire que c'était les islamistes, mais en fait c'était le gouvernement, etc., pour faire pression à la France. Donc, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'en fait, à l'époque, on a donné le choix au peuple algérien de voter pour qui il avait envie de voter. ouais. Et il a voté pour qui? Pour des musulmans. Pour le fils, oui. Pour des musulmans. Et la plupart, dans tous les pays majoritairement habités par des musulmans, je dirais pas des pays musulmans parce que c'est pas des pays musulmans en réalité, mais dans tous les pays habités par des musulmans, majoritairement, c'est clair que si tu mets un parti musulman, c'est lui qui va remporter les élections. On l'a vu en Égypte. Ouais, mais on l'a vu en Tunisie. Ouais, on a vu en Algérie. Ouais. Si demain au Maroc ça se passe, ça se verra au Maroc. Attention, ça se verra partout. Ça se verra partout. Parce que regarde, en Égypte, il y a eu un parti musulman qui arrive au pouvoir, et ils l'ont. Oui, mais ça c'est autre chose. 33 millions de personnes dans la rue pour qui l'a éjecté? C'est la CIA qui l'a éjecté. Ah, je suis pas sûr. Ah, non. C'est qui alors? Ah non. C'est l'armée. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il fait d'homme? Alors bon, là. Excusez-nous, hein, mais il va falloir qu'on rentre dans certains sujets. Là, on est toujours sur Saïd. Hein. En vérité, on est toujours sur. Non, mais on a digressé, on est toujours sur Saïd. On est toujours sur Saïd. D'accord. Les sujets que j'abordais au départ, donc c'est-à-dire donc le parallèle entre le traitement. Le micro. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que tu parles devant. Okay. Pardon. Donc le parallèle que j'ai fait entre le traitement des affaires dites antisémites et le traitement de l'affaire Saïd. Ouais. Donc est toujours d'actualité là, d'accord. Mais là, on a parlé de ça. Malgré tout, ça fait partie de l'entreprise sioniste, tout ça. Pourquoi ces gens-là sont protégés comme ils le sont dans l'affaire de Saïd? Pourquoi? Parce qu'on sait bien que si c'est des Arabes qui avaient tué un Juif, aujourd'hui ils seraient en prison. Pourquoi ils sont protégés? Moi je le dis, c'est parce que c'est des Juifs. Voilà. C'est clair et net comme ça. Tu vois, c'est clair. Qu'on dise pas qu'il n'y a pas de privilège envers la communauté juive en France, c'est pas vrai. C'est faux. On peut le démontrer. Mais maintenant, comment? Malheureusement, pour eux. Heureusement, en vérité, pour nous, aujourd'hui, il va falloir qu'on entame un autre travail. Ce travail, il va être de réellement, comment dirais-je, fédérer tout le camp antisioniste en France, d'accord? De fédérer tout le camp antisioniste et de régler tous les problèmes que cause le lobby sioniste en France. Mais le régler définitif et sérieusement. Parce qu'il est hors de question de parler de communauté en France, sinon à ce moment-là, si on part dans un délire de communauté, ça va partir dans quel délire? Merci. Ça va partir dans les délires à la Kémy Séba. Les communautés chacune séparées, vivant chacune de son... Et à un moment donné, ça va partir en guerre civile. C'est obligatoire. Certainement. Voilà. Ouais. Je parle de la France, hein, je parle bien de la France. Ouais. Je parle pas du monde, etc. Là, on est en France. L'affaire Saïd, c'est en France. Le sionisme, on parle bien du pouvoir. On dirait qu'à l'Assemblée nationale, je crois que ça va foirer. Sans commentaire, vas-y. Ça, c'est encore un autre sujet. Non, je lis les commentaires au passage. Ça, c'est encore un autre sujet. Non, c'est pas... Là, on parle de quoi? Nous, on parle pas de... Justement, la réconciliation nationale, déjà, ça impliquerait que réconciliation entre qui? De quoi on est en train de parler? Hein? De quoi on est en train de parler? Entre les Noirs, les Arabes, les Blancs, les ceci, de quoi? Hein? On parle de communauté, là aussi? Ou on parle de quoi? De communauté, sans alors, si on parle de communauté, il y a un problème. Pour des gens qui se disent anticommunautaristes et qu'après empruntent le discours communautariste et communautaire, il y a un problème. Tu vois celui-là, on parle. Voilà. Mais il existe quand même. Ouais, mais non, il existe parce qu'il y a des gens qui sont dans ce délire-là, mais il faut arrêter de croire qu'en vérité, dans la tête des gens, c'est la préoccupation première de savoir si je suis blanc, si je suis noir. Non, mais inconsciemment, ça joue. Ouais, mais inconsciemment, ça joue. C'est parce qu'il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils sont pas bien. Et quand même consciemment. Ils sont pas bien dans leur peau, ils ont un problème, tu vois. Ils ont un problème. Ouais. Ils vivent pas bien leur situation. Et ils cherchent des réponses, mais là où il n'y a pas de réponse. Ils cherchent des réponses là où il n'y a pas de réponse. Justement, tu dis, les gens sont pas bien dans leur peau, ils cherchent. Mais il y a un déracinement, on peut pas le un déracinement, mais on se retrouve tous quelque part. C'est ça qui compte. C'est que finalement, c'est pas de savoir qui tu es forcément. Comment dirais-je? C'est pas de rester qui tu es, d'où tu viens. C'est pas de rester d'où tu viens. C'est de devenir qui tu dois devenir. Tu vois? C'est-à-dire, s'il faut pas rester... si toi, tu es quelqu'un qui vient, par exemple, d'Afrique, il faut pas rester dans ton délire d'origine africaine, tu es africain, tu arrives en France. Tu es dans un contexte complètement différent du tien, sinon il faut retourner en Afrique. Mais pourtant, sinon il faut retourner en Afrique. Quand tu arrives ici, en fait, c'est pourquoi tu arrives ici dans un pays avec une langue, ce qui fait qu'on a tous une langue commune, avec une culture, ce qui fait qu'on a tous une culture commune, plus ou moins commune, tu vois, avec une tradition qui nous a inculquée, communiquée par le savoir, par l'enseignement ou autre, tu vois, etc. Donc on a des points en commun qui font qu'on est français, en fait. Qui font qu'on est français.
Voilà. Et c'est là qu'on se rejoint en fait. On se rejoint dans le fait qu'on est français. T'as capté? On n'est pas. Nous on n'est pas. Moi je suis pas. Moi je te vois pas comme un métis ou comme un noir. Je te vois comme un raisonnement à l'envers. C'est pas comme un citoyen. Il faut d'abord avoir la même culture et après on devient français. Que dire on est tous français et après on verra si on a la même culture. Il s'agit pas de. J'ai pas dit qu'on était tous français. J'ai pas dit qu'on était tous français. Il y a des gens qui ont grandi, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont la carte d'identité française, mais qui ne sont pas français. Ouais. Tu vois. Donc c'est là, il faut savoir que ces gens-là ils existent. Bien sûr. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait alors? Eux qui ne sont pas français. Mais ces gens-là, on fait quoi? Ouais, mais c'est eux, c'est pas nous qu'il faut poser la question. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est eux, qu'est-ce qu'ils font. Toi, tu fais un choix, par exemple, tu fais le choix d'être patriote. Ouais. D'accord? Tu fais le choix d'être patriote, donc tu es patriote. Ouais. Eux, ils font le choix de ne pas être patriote, d'être citoyen du monde. Tu vois? Ou alors de se sentir patriote d'un autre pays. Par exemple, on peut leur retirer leur papier français. D'un autre pays. Pourquoi à ce moment-là, ils ne retournent pas dans le pays qu'ils aiment? Ouais. Tant, tu vois? Ah bah moi je pose la question aussi, je suis d'accord. Tu comprends, c'est ça. Pour aller dans une cohérence. C'est des questions qu'on a le droit de poser. C'est des questions qu'on a le droit de poser et qu'on peut se poser tranquillement. À savoir, donc, si tu considères que maintenant, toi, tu es français, d'accord, que tu aimes ce pays, et que tu veux vivre en France, mourir en France, et que tes enfants ils vont grandir en France, etc., génération après génération, ça va se passer en France, donc et que tu considères que tu aimes ce pays, tu es un patriote français, je dis pas un nationaliste, je fais bien la différence entre nationaliste et patriote. Pour moi, ça n'a rien à voir. Tu vois. Enfin, même dans les faits, il y a la conception de nation et puis l'autre c'est l'attachement à la terre. Tu vois. Et à la culture, à une certaine, tu vois, à ce que le pays, à ce qu'est le pays aujourd'hui. Tu vois, à ce qu'est le pays dans lequel tu as grandi et dans lequel tu grandis. Et non pas à ce qu'il a été comment dire, sur le plan historique forcément, etc. Moi, si j'aime la France, c'est pas parce que c'est pas pour Vercingétorix. Et j'aime la France parce que j'ai grandi en France, dans les quartiers où j'ai grandi, avec les gens que j'ai grandi. Et que mes enfants y grandissent aussi, que je parle français, que j'aime la culture française, que j'aime quand même l'histoire de France, mais que je me sens appartenir à un pays que je dois, avec les autres, façonner aujourd'hui. Tu vois, déconstruire pour reconstruire. Je parle pas au niveau de la nation, mais je parle au niveau de son élite et du pouvoir qui est de l'élite et de son pouvoir en France. Voilà. Donc de déconstruire ce pouvoir pour reconstruire un pouvoir populaire en réalité. Ouais, dans lequel on va tous participer et qu'on va tous façonner ensemble. Ouais, d'accord, mais le bagage culturel français, c'est le même. Tu peux pas le... Justement, ce que je te dis, maintenant, il y a des gens qui ne se sentent pas français. Ouais. D'accord? Et ça, tu peux rien y faire par rapport à ces gens-là. Seulement, tu peux parler avec eux, leur expliquer. Si maintenant ils ne se sentent pas patriotes, ils ont le droit de ne pas se sentir patriotes. Tu vois? On est d'accord? Ouais, mais ils n'ont pas le... Oui. Ouais. Ils ont le droit, oui. Enfin, qui rendent leur papier, quoi. Mais bon. Non, mais ça se discute, bon, ça je veux dire. Mais ça, c'est leur... C'est à eux d'agir, tu vois. C'est pas à nous d'agir. C'est pas toi qui es patriote, c'est pas toi qui es patriote de te poser la question par rapport à comment tu vas réagir face à eux, mais c'est eux qui ne se sentant pas patriotes et même français, doivent se poser des questions à savoir qu'est-ce qu'ils font ici et si ils veulent partir, pourquoi ne pas partir, par exemple. Aussi, parce que moi, en tant que Français, je peux me poser la question de savoir si des gens qui ont des papiers français mais qui ne se sentent pas français, est-ce que c'est légitime ou pas, quoi. Je peux aussi avoir le droit de me poser cette question. Mais bien sûr, tu as le droit de te poser. Voilà. Mais justement, c'est des questions qui se posent. Maintenant, il faut les répondre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue, une discussion, qu'on pose la question tout à fait. Sur une table de façon à ce que que tout le monde y voit clair et qu'on sache quoi faire et que eux sachent quoi faire et que nous sachions quoi faire. Pour l'instant, on n'en est pas là. On me dit, il vaut mieux un peu mal amener ses idées qu'avoir une facilité à amener des banalités. Voilà. Bah, écoute. Non, parce qu'il y a des petites réactions, mais c'est plutôt sympa. On va faire une petite pause. Voilà, la régie elle est prête et on revient juste après, justement, comme ça on va débunker le reste des affaires. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec la Razia, toujours pour parler de cette affaire de Bourg-Arrache. Et puis on était revenu un peu sur les différentes affaires pour faire le lien, ce qui s'était passé. Alors l'affaire Carpentras, l'affaire du RERD, l'affaire du rabbin Faris. Parce qu'on s'est un peu égaré, il y a tellement de sujets. On a digressé un peu. Voilà. Là, en présence de Sierra Oscar Fox. Oui, il y a Sofiane qui nous a rejoint aussi, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tout à l'heure c'était Cauchemar, là c'est Sofiane. Bonsoir aux internautes. Voilà, oui, qui sont tous connectés. C'est animé ce soir. Il y a de tout, voilà, on me dit Saïd est un reflet de la politique internationale. On a instrumentalisé son affaire afin d'attiser la haine de l'autre et de déporter les jeunes Français juifs en Israël afin de devenir des futurs colons. Voilà, on me dit anti-pro la Razia, j'apprécie la Razia. Justement, j'aimerais bien que vous soyez un peu plus dans la réflexion par rapport au travail de LLP et de Kémy, mais à part ça, big up LRZ. Par rapport à ça, si tu veux, en fait, comment Ouais, on en reparlera, parce que sinon on va dégraisser. Là. On a, comment dire, là-dedans, on a beaucoup à dire. En fait, nous, on s'attaquera pas, quoi qu'il arrive aux personnes, on s'attaque à leur idéologie.
D'accord. Et à ce qu'ils propagent comme message, comme idée, comme projet, etc. C'est ça. Non, les gens, on n'a pas d'attaque personnelle à faire sur les gens, on n'est pas dans ce délire-là. Par contre, on reçoit, nous, des attaques personnelles. À Tire-Larigot. Mais nous, on est vraiment dans le combat d'idées. Donc par rapport à ça, ouais, on y reviendra un de ces quatre. On y reviendra, on en reparlera. On en reparlera un jour, parce que c'est un sujet qui fait polémique. Ouais. Alors, en fait, c'est pour éviter de s'égarer, excuse-moi. Bien C'est sûr. juste pour éviter de s'égarer par rapport au sujet qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire l'affaire de Saïd. Vu qu'on a traité de trois sujets qui sont en vérité inhérents quelque part, mais qui ne sont pas directement liés à ça. Donc maintenant, on en revient directement. Eh ben, allons-y, vas-y, continuons. Alors. Donc on était au rabbin Gabriel Fari, d'accord. Donc il y a un escroc, parce que ça s'appelle comme ça, hein. C'est un escroc. Même si c'est un rabbin, c'est un escroc. Je sais pas comment il a est. été relaxé. Mais je crois que l'escroquerie par rapport au goy, chez eux c'est permis. Tiens. Puis surtout, ça n'aurait pas été toléré envers un juif. C'est l'attitude des médias après, parce que c'était le blackout, il n'y a pas eu beaucoup de remue-ménage pour nous expliquer que c'était une escroquerie. Quoi. Mais bon. D'accord, mais justement, un truc comme ça, on pourrait même porter plainte contre quelqu'un. Parce que même en tant que les organisations musulmanes, dites musulmanes, d'accord, on va dire représentant la soi-disant communauté musulmane, ok, auraient pu porter plainte en disant voilà, vous stigmatisez les musulmans avec vos fausses accusations, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu Akbar, je vais, tu vois. C'est une attaque, encore une fois, vous stigmatisez, ils auraient pu porter plainte et donc avoir je ne sais quelle réparation, mais apparemment il n'y a pas eu de suivi non plus. Donc, on continue, donc on parlait du RERD. Ouais. Ok, donc le RERD, tout le monde sait ce que c'est une fausse agression complètement inventée par une personne en mal de tout, en réalité dans sa vie qui n'était pas bien du tout et qui a voulu exister à travers ça, parce qu'elle a vu que dès qu'il s'agissait d'une histoire d'acte antisémite, tous les médias bougeaient et elle voulait en fait qu'on parle d'elle. Alors elle a inventé cette fausse histoire et ça a fonctionné. Extraordinaire. Ça a fonctionné en plus, alors puisqu'on fait des petits flashbacks qui étaient quand même assez extraordinaires, parce que moi ce que je me souviens dans cette affaire qui a été médiatisée jusqu'au président de la République, etc. Enfin vraiment, les rebelotes, la tutti quanti, tout le monde qui vient pleurer, etc. Et c'était extraordinaire, c'est que l'après-midi, au bout de, j'ai envie de dire 2-3 heures que l'agression avait eu lieu, déjà, avec les systèmes de vidéosurveillance, la SNCF, qui était, on imagine, au taquet sur cette affaire, avec la police, pareil, au bout de, moi je me rappelle, 3-4 heures, il y avait des déclarations de la direction de la SNCF qui disaient « Nous n'avons absolument aucune trace des agresseurs ». Il devrait apparaître sur nos vidéos parce que entre le moment où l'agression s'est déclenchée, puis etc., ils ont même dit être remontés 2-3 heures avant l'agression. C'est-à-dire ils ont visionné tout, vraiment tout. Et ils disent, il n'y a rien. Et on était le même jour. Et ça n'a pas empêché toute la folie médiatique. Alors qu'il y avait la même... Je veux dire, il y avait la déclaration de la SNCF dans le même truc qui disait, nous, au bout de 3 heures, ça faisait pas 10 ans que le truc. C'est les mecs, ils avaient visionné les vidéos et tout. Ils disaient, c'est bizarre, on n'a pas de traces, nous. Nous, on voit rien. Et d'ailleurs, tout s'est confirmé qu'effectivement, il n'y avait rien après. Mais il y avait un emballement qui était complètement fou. Ils ont même fait un film. Ils ont même fait un film, etc. Sur l'histoire. Ouais. Tu veux dire quelque chose Juste rebondir sur te pas. Non, c'est bien la preuve. Ce que tu dis, l'illustration parfaite, parce qu'avec le système de vidéosurveillance qui a mis en place aujourd'hui, comme tu sais, pour une simple agression, on te retrace même ton parcours. À quelle heure t'es passé là. Je veux dire, vous savez bien que pour une histoire de scooter et d'ADN, on a retrouvé le voleur du scooter du fils à Sarko. Donc ouais, c'est une illustration parfaite que, à partir d'une fausse histoire qui n'est pas étayée ni prouvée, tout le système média se met en marche, c'est le branle-bas de combat comme on dit. Ouais. Et voilà, n'imaginons pas l'inverse, tu vois, ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est ça qui est étonnant, quoi. C'est effectivement l'emballement médiatique. Quoi. Grosse affaire, l'affaire du RERD, là tout le monde la connaît, pas de souci. Alors on continue. Là aussi, on accuse donc des musulmans. Important. Ouais. Okay, en filigrane toujours, mais bon, oui. Mais c'est les musulmans in fine, parce qu'on parle d'une bande de maghrébins. Bon, c'est pas les musulmans qui sont visés directement, mais bon, on comprend bien ce qui est, on comprend bien, l'amalgame qui est monté, voilà. Ensuite, il y a l'affaire du centre social juif de la rue Popincourt du 11e, qui est incendié. Incendié, bien sûr. Donc là, c'est pareil. On accuse un groupe islamiste d'avoir revendiqué. Oui, immédiatement, oui. Pareil, branle-bas de combat, tout le monde bouge. Il y a même le représentant, je sais pas si c'est un ministre israélien
ou l'ambassadeur israélien, bref, qui se déplace, qui vient, etc. Bon, il y a beaucoup de monde qui se déplace, encore une fois. Et il s'avère que cette histoire, c'est aussi une fausse histoire. Oui, parce que c'est un juif qui a mis le feu. En fait, donc c'est un juif, un habitué des lieux, qui avait les clés, qui a mis le feu. Qui a mis le feu. Par vengeance de chez voilà, par une vengeance. Voilà, ils aiment bien la vengeance. Mais on va voir que la vengeance, ça revient encore à d'autres moments encore, mais on va revenir. Donc ça c'est pareil, c'est encore une fois, encore une fausse histoire, c'est faux. Et encore une fois, on accuse les musulmans. Donc 3 affaires de suite, donc le rabbin Fari a regardé centre social juif, on accuse des musulmans. On continue. Donc il y a l'histoire de Rudy Haddad en 2008. Ça vous dit quelque chose? Alors lui, il avait été roué de coups en fait. Alors on l'avait. Là c'est Ali Omari, donc ministre de l'Intérieur, je crois à l'époque. Ali Omari qui bouge, qui se déplace. D'accord. Pareil, grosse mouvance, grosse histoire. Bien sûr, oui, je vois très bien. Ouais. Alors selon la mère, lui il faisait partie d'aucune bande. Tout à fait. Ok. Mais par contre, il s'était pas fait frapper parce qu'il était juif. Selon elle, c'était pas un acte antisémite. Je connais très bien, figure-toi, ce jeune homme et son frère. Ah bon, en plus? Non, tout à fait. C'est un jeune du 19e qui habitait dans le 19e. Je connais très bien. J'ai connu son petit frère absolument très bien. C'est une famille charmante. Et là, ils sont. Et cette affaire n'a rien à voir évidemment avec l'antisémitisme, puisque c'est des affaires. Ouais, parce qu'en fait, affaire de droit commun, de mœurs, je sais pas comment on peut appeler ça comme on veut, mais évidemment c'est pas du racisme. Parce que donc selon sa mère, il faisait partie d'aucune bande, etc. Et c'était pas un acte antisémite, d'accord. Mais selon les témoins, c'était une bagarre entre bandes. Tout à fait. Il s'avère donc après, selon les faits, que Rudy était sous contrôle judiciaire pour une bagarre lors d'un rassemblement communautaire. Voilà. Donc il était connu des services de police parce qu'il était lié à des bagarres. Donc effectivement c'est pareil. Là c'est branle-bas de combat, hein, tout le monde abat les antisémites, mais finalement c'est pas un acte antisémite. L'intéressé lui-même est venu s'exprimer. Ils se sont exprimés, ils ont dit bon arrêtez verbalement quoi. Et sa famille était partie en Israël aussi. Ouais. A bouger en Israël. Ce qui fait qu'après et il y a aussi le rabbin, je crois que c'était Bernaïm à l'époque, qui alors qu'il était interrogé sur un plateau de télévision, disait que non, il fallait attendre l'enquête, mais que selon lui, c'était pas du tout un acte antisémite. Voilà. Donc, pareil, l'emballage médiatique, etc. Mais c'est pas un acte antisémite. Rien du tout, oui, bien sûr. Ouais. On continue. Bien sûr. Alors, l'affaire des 10 écoles juives menacées d'attaques incendiaires. Ouais. Donc, en une journée, 10 écoles juives donc communautaires, écoles privées, ont été menacées par téléphone. D'accord? Et là, il s'avère, pareil, qu'à la finale, selon l'enquête, c'est un juif de 58 ans qui a agi par vengeance, là aussi, parce qu'on lui a refusé dans certaines de ses écoles un poste de professeur. Un poste de professeur, voilà. Donc c'est pas quelqu'un de... Je veux dire, c'est pas un démuni, c'est quelqu'un qui a une mauvaise éducation dans sa vie ou qui n'a pas eu de chance. C'est quelqu'un qui quand même a la capacité pour devenir professeur. Donc c'est quelqu'un d'érudit, un minimum instruit, etc., qui a un minimum posé et qui en arrive finalement à appeler des gens pour les menacer d'incendier les lieux dans lesquels ils travaillent. Ces techniques-là, on les a retrouvées à l'époque du Dieudonné, lors de son spectacle qu'il devait faire à l'Olympia, où on avait donc téléphoné pendant des jours et des jours pour harceler et le personnel et la direction d'agression physique, même de meurtre, etc. Ça a fait fléchir le Donc c'est des gens qui agissent par vengeance, bien on l'a vu à plusieurs reprises, qui aiment bien menacer, qui sont très agressifs en vérité, qui sont aussi des escrocs parfois. On l'a vu avec le rabbin. Et puis c'est pas le seul. On continue. Donc il y avait aussi l'incendie de Trappes. Ça c'était en 2002. Incendie de Trappes, etc. Mais en fait il s'est avéré que c'était un incendie accidentel. Provoqué par qui? Par un employé de l'OPHLM qui était bourré en fait. Et qui achetait un mégot. Ça a déclenché l'incendie, il n'a pas contrôlé, bref, et ça a brûlé. Malgré tout, il faut se rappeler. Vous voyez comment en fait on passe des mots aux actes assez facilement dans certains sens. Il y a eu 6 personnes qui ont été accusées de cet incendie à l'époque, à Trappes. 6 personnes. Parmi ces 6 personnes-là, elles ont fait de la prison, 2 mois de prison.
Après ces 2 mois de prison, donc à la fin de l'enquête, on s'est rendu compte que c'était pas eux. C'était l'employé de PHLM qui était bourré, qui avait jeté un mégot. Alors on les a lâchés. On les a relâchés. Donc, mais ils ont quand même fait de la prison. Tout de suite. Pour un incendie. Pas pour un meurtre. Un meurtre, en plus, commis en groupe. Tu vois. Non, là, c'est juste un incendie, 2 mois de prison direct. Donc, dans certains cas, ça va très vite. Dans d'autres cas, ça prend un peu plus de temps. Hein. Donc là aussi, c'est pareil, c'est une fausse histoire. Ensuite, il y a des histoires... comme il y a eu des incendies aussi, ou des tentatives à Kremlin-Bicêtre, Lyon, Montpellier, d'autres. Ou il y a eu des attaques de synagogues. Là, c'est pareil. On a interpellé qui? Des gens qui étaient là, à côté de la synagogue, normal, dans une voiture en train de discuter. Ou des gens qui passaient en voiture. Et il s'avère que bien souvent, c'est, comme par hasard, enfin je veux dire, c'était des Maghrébins, donc des musulmans. À chaque fois, on fait, dans toutes ces affaires, finalement, on en revient à accuser les musulmans. Et donc à la finale, qu'est-ce qui se passe? Tu as des non-lieux, enquête au point mort, les gens ils sont libérés parce qu'il s'avère que c'est pas eux. Tu vois, voilà. Donc là c'est pareil, là c'est pareil, beaucoup d'incendies de synagogues. Puis il y a la fameuse affaire pendant l'été là aussi avec la synagogue attaquée soi-disant par des musulmans, puis des images en fait là, on trouvait que c'était la rue de la Roquette. Là tu parles de la rue de la Roquette. Ouais. Bon ça on va y venir parce qu'en fait t'inquiète pas, c'est dans la chronologie. D'accord, comme tu parlais des synagogues, je me suis dit voilà. C'est dans la chronologie du truc, on va y venir, il n'y a pas de souci. Mais tu as eu raison de signaler. Donc c'est pareil, des attaques de synagogue en fait qui sont pas finalement qu'après enquête on ne sait pas qui c'est qui les a attaqués. Ça pourrait être n'importe qui. Ça nous rappelle aussi l'histoire de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo avec les caricatures et donc le cocktail Molotov qui a été jeté sur les locaux. Après ça, donc protection policière, branle pas de combat pareil sur le plan médiatique, etc. Les politiques qui bougent, tout le monde qui réagit. Oh oui, et on accuse qui? Des groupes musulmans. Voilà, mais sans aucune preuve. Bien sûr. Soit disant parce que donc ils auraient réagi à la caricature, bien sûr, etc. Surtout que c'était largement après les caricatures. L'enquête n'a rien démontré, faut le savoir. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de coupable dans cette affaire. Il n'y a rien. Et jusqu'à aujourd'hui, pourtant, on nous avait dit on a tous, c'est des musulmans. Il y avait des soi-disant des musulmans qui avaient écrit au journal, qui avaient menacé le journal, etc. C'est marrant. Ça me fait penser à quoi, moi, Bosser? Ça me fait penser un petit peu plus loin à l'incendie du Reichstag. Par Hitler lui-même, pour pouvoir accuser ses opposants, pour pouvoir déporter des gens. Voilà. C'était juste une petite parenthèse, mais ça me fait penser à cette bonne vieille technique. Voilà. Excusez-moi, fallait que je la place. Mais là, c'est limite conspirationniste, tu vois. Non, mais bon, il est vrai, en tout cas. Tu te montres le bourrichon. Sans aller dans la conspiration, effectivement, mais quand même, c'est vrai que cette affaire de Charlie Hebdo, elle est énorme. Un incendie à Charlie Hebdo, immédiatement tout le monde s'emballe, tout le monde nous dit c'est les musulmans, c'est des groupes islamistes. On se croirait qu'on était en Irak, en France d'ailleurs, parce qu'on sort des groupes islamistes comme ça, des mecs, je sais pas, bon, et on nous dit c'est les islamistes, c'est machin. Et puis là, on est, c'est quoi, ça fait plus d'1 an cette affaire, 2 ans. Il y a rien. Il y a rien. Comme il dit Bosser, il n'y a jamais rien en fait. À la fin, oui, il y a jamais rien. Il y a beaucoup de bruit au départ, tu vois. Il y a beaucoup de bruit, voilà, au départ, effectivement, et après, ça s'essouffle. C'est comme des soufflets, quoi. Ça monte beaucoup très vite et ça redescend. Parce qu'il y a des gens après ils vont dire ouais mais ils pourraient nous accuser en disant ouais c'est des oufs eux etc. Tu vois. Non, là ce sont des faits. Hein. Mais justement, parce qu'après on en revient tout à l'heure à ce que je disais au début. Ça pourrait très bien être des juifs qui font les trucs. Tu vois. Qu'est-ce qui... Attends. Ce que je disais en fait, parce que les gens ouais mais il va trop loin en disant ça. Ouais il va trop loin. Il dit que ça pourrait être des juifs qui en fait font des faux actes pour qu'on accuse d'autres gens. Mais qu'est-ce que c'est depuis tout à l'heure ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? C'est des faits. Alors voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas un fantasme, je suis pas en train d'accuser dans le vide, vous avez qu'à me faire un procès, je vous attends, il y a les faits, là, ils sont là, les preuves, d'accord? Il n'y a pas de problème. Le truc, il est là, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des juifs qui commettent de faux actes antisémites, d'accord? Pour accuser, en plus, majoritairement, en généralité, enfin, dans la plupart des cas, des musulmans de l'avoir fait. Donc pour alimenter cette haine encore anti-islam et anti-musulman et donner encore cette impression, les déshumaniser en les rendant encore plus sauvages, encore plus monstrueux, parce que justement il serait encore maintenant en plus il serait antisémite, tout particulièrement, tu vois, et que cet antisémitisme il serait en train de croître dans les quartiers populaires, notamment là où majoritairement il y a des musulmans. Voilà. Et là donc il y a un nouvel antisémitisme et je reviens à ce que je disais au début. Oui. Tout ça pour dire que oui, effectivement, non, je suis pas un ouf. D'accord? Effectivement, il y a des gens qui sont capables de faire ça.
D'accord. Voilà. Les preuves sont là. Alors je continue Ouais, et je vais conclure avec vas-y, ça. vas-y, D'accord. avançons, Ensuite, ouais. on en reviendra Vas-y. à ce qui nous concerne directement ce soir. Donc on a vu, hein, tu as vu, même il y a des gens, il y a des gens qui ont été condamnés, qui ont fait de la prison, alors qu'ils n'étaient pas coupables. Tout ça parce qu'il y a un tel emballement médiatique, politique autour, etc., qu'ils ont été victimes de ça. Alors qu'ils ne sont pas coupables et qu'ils ont clamé leur innocence depuis le départ. Ouais. Voilà. Donc, excusez-moi, je prends... Ah, juste un petit il y en a un peu. qui dit il y a une différence entre les juifs et les juifs. Ils désignent des juifs. C'est vrai, on me demande c'est vrai. Ils vont s'attirer des emmerdes à Meta TV à force d'accuser les juifs. C'est Rosie qui dit ça. On n'accuse pas les juifs. Bah, On dit juste, on est en train de dire... Attends, excuse-moi. On est en train de dire que lorsque ça concerne les juifs, il y a un traitement différent. C'est une réalité ou c'est pas une réalité? Est-ce qu'il y a des faits là qui démontrent ça? Que lorsque c'est un juif qui est atteint d'une manière ou d'une autre, c'est branle-bas de combat, tout le monde qui bouge. Et lorsque ce sont des musulmans qui sont attaqués, comme pour Saïd, d'accord, qui sont victimes de meurtre, là personne ne bouge. C'est une réalité ou c'est pas une réalité? Malheureusement, c'est une réalité. Voilà. Donc arrêtez de dire les juifs, qu'on désigne les juifs. On ne dit pas que tous les juifs, ceci, cela, c'est pas notre discours, tu vois. Et c'est pas ce que j'ai dit à aucun moment. Ce que je dis, c'est que lorsqu'il s'agit de juifs ou des juifs, l'État, l'élite, etc. réagissent d'une certaine manière. Et lorsqu'il s'agit des gens de banlieue, d'accord, des pauvres, des musulmans, il ne se passe rien. Regardez ce qui s'est passé à Argenteuil, voilà, parce qu'on va parler concret. Qu'est-ce qui s'est passé à Argenteuil? On a agressé à plusieurs reprises des musulmanes. Les femmes voilées. Parce qu'elles portaient le hijab. On les a agressées. Il y en a même une qui portait un enfant, qui a perdu son enfant suite à l'agression. D'accord? Où sont les hommes politiques? Il y en a une qu'on a tailladée à coups de cutter pendant plusieurs minutes. On l'a torturée en réalité. D'accord? Où sont les hommes politiques? Hein, où est l'indignation du peuple? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on s'en prend, lorsqu'on fait des lois anti-islam, anti-musulmans, et qu'on ne dise pas que ce n'est pas le cas, c'est une réalité. D'accord? Les lois qui sont faites, notamment concernant le port du hijab à l'école, ou des prétentions à des lois de ce genre-là, tu vois, c'est des lois qui en vérité portent atteinte à notre liberté. Ah bah, c'est ton point de vue. Il y en a qui ne sont pas d'accord. À notre liberté en tant que citoyen, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit de librement pratiquer notre religion sans ostentation. Tu vois? On n'a pas le droit. Hijab, c'est quand même aussi un ostentatoire. Tu peux pas dire. Non, c'est pas un ostentatoire. C'est pour certaines musulmanes un devoir pour elles de porter le hijab. Donc c'est une pratique religieuse. C'est une pratique, même au collège, bien sûr, à partir du moment où elles sont considérées, elles sont considérées comme étant assez responsables pour avoir des relations sexuelles, on peut quand même leur donner, on peut quand même leur prêter. Dans les collèges, il y a certains collèges où on distribue des préservatifs. Vrai ou faux? La majorité sexuelle en France, c'est 15 ans. L'éducation, est-ce qu'on n'a pas suivi dernièrement ce qui est en train de se passer avec toutes les tentatives par rapport à l'éducation sexuelle dans les écoles, etc. La théorie du genre et tout ce qui va avec. Tu vois, par exemple. Non, mais ça, donc il y a bien une sexualisation, qui on va dire, qui est en train de se faire de notre jeunesse. Regarde, dernièrement, il y avait un article qui parlait de prostitution dans les collèges. Et on se demandait comment on en était arrivé là. On en arrive là parce que justement, il y a une propagande sexuelle en réalité. Ouais, mais. Voilà. Tu vois? Non mais attends. Et donc attends, excuse-moi, tout ça pour te dire qu'on fait de la propagande auprès de mineurs, c'est des mineurs avant 18 ans, c'est bien des mineurs ou je me trompe? Voilà. Avant 18 ans, c'est des mineurs. On fait de la propagande sexuelle auprès d'eux et là ils sont assez grands pour avoir des relations sexuelles entre eux, même ils sont assez grands même pour avorter. Parce qu'on va autoriser le hijab. Attends, excuse-moi. Non, c'est pas ça, mais comprends bien parce que c'est toi qui fait ce raccourci là. En fait, moi tout ce que je dis, c'est que à partir du moment où une personne est considérée comme étant assez adulte pour avoir des relations sexuelles librement, comme elle le souhaite, et même avoir accès à l'avortement, au cas où elle aurait commis une erreur, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'une personne, au même âge, elle est assez grande pour savoir si elle veut porter un hijab ou pas. Oui ou non? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mon frère. Ouais, mais si ça dérange les autres. Évidemment, tu vois, évidemment. Attends. Ça dérange personne que l'autre elle ait des relations sexuelles habillées. Et qui est l'école quand même. C'est pas. Attends, est-ce que c'est à cause d'elle qu'on en arrive à la prostitution dans les collèges? Non, mais bon, non, bien au contraire. Oui, tout ce qu'elle fait, peut-être pas non plus à cause de celle qui veut pas non plus. Attends, au début c'était ça. Finalement, maintenant, les femmes, elles ont même plus le droit d'accompagner leurs enfants.
dans les voyages scolaires, ou même on empêche certaines femmes qui portent le hijab de rentrer dans les écoles. Même pour faire rentrer leurs enfants et les accompagner jusqu'à... Est-ce que ça c'est normal? Non, c'est pas normal. On parle pas de la burqa, on parle de hijab, c'est-à-dire là, on voit bien le visage, on peut reconnaître la mère, il n'y a pas de problème. Ok, mais... C'est pas une discrimination ça? Bah, quelque part, tu sais, c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Si on commence à débattre là-dessus, on va passer des heures là. Regarde, on repart 2 secondes pour ceux qui n'ont pas compris, qui insistent, qui nous disent vous connaissez pas Jacob Cohen. On dit non, pas du tout d'accord, un mineur est sous l'autorité des parents. Ouais, 2 secondes, on va y revenir. Mais genre, la Razia ne fait pas d'amalgame, on fait pas d'amalgame. On connaît très bien, on connaît très bien de faire des choix, on parle de ça. Les juifs et les sionistes, on sait très bien que c'est pas la même chose, on sait qu'il y a des juifs qui sont anti-sionistes, on connaît Jacob Cohen, on connaît des travaux d'autres, voilà, là n'est pas le problème. Ce qu'on faisait, c'était juste une démonstration. C'est-à-dire la question qui était posée, c'était est-ce qu'il se peut que des personnes qui sont juives, en l'occurrence, puissent faire de faux actes avec de fausses accusations? Et Vosser a répondu en disant oui et en citant plusieurs exemples. Donc ne nous faites pas de faux procès. Oui, c'est possible, c'est fait, c'est démontré dans les preuves. Et on fait très bien la différence. C'est pas à nous qu'on va nous dire vous faites l'amalgame entre juifs et sionistes et vous ne connaissez pas Jacob Cohen. Donc là c'est un autre débat et je vous le dis, on fait pas d'amalgame. Jacob Cohen, bien sûr qu'on connaît, mais là on parle en fait, là on parle donc spécifiquement des agressions juives, commises par des juifs sionistes envers d'autres juifs. Comme par exemple il y avait Jacob Cohen, il y a aussi Olivia Zemmour. Et on sait qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont menacées, d'autres personnalités juives comme Broman, etc. qui ont été menacées et d'autres qui le sont encore. Donc on sait ça. On sait aussi que si on doit juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, il n'y a pas que les agressions de juifs, il y a aussi les agressions de non-juifs. Bien sûr. Il y a aussi l'attaque de librairie. Il y a aussi l'attaque de magasins, pas par la violence, mais par l'occupation de lieux et le cri et le fait de perturber les clients du magasin, etc. C'est ce qu'ils ont fait dans une FNAC. La LDG a fait donc une manifestation dans une FNAC avec des drapeaux israéliens, etc. pour demander qu'on retire les produits de Dieudonné et qu'on retire aussi de la vente ces billets pour ce spectacle. Enfin, je vais faire le cas du diable, mais en face, ils font la même chose. En face, ils font la même chose C'est-à-dire BDS, ils vont aussi dans les carrefours, ils perturbent les magasins, ils perturbent les trucs. D'accord, mais BDS, ils n'ont pas accès aux médias. BDS, t'entends pas dans les médias dire oui, boycotter Israël, Israël est une colonie, Israël est un pays qui comment dirais-je, qui n'a pas de légitimité. Il faut boycotter les pays, les produits israéliens parce que on est contre Israël, contre sa colonisation, etc. D'accord. J'ai jamais vu BDS matraquer des gens. Ah non, j'ai pas dit qu'il matraque ou non, j'ai dit pas matraquer les gens, mais je dis c'est de bonne guerre quand même, puisque aussi en face ils perturbent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on doit. Oh, si tu viens avec un drapeau israélien dans une opération BDS. Le lobby palestinien en France et le lobby juif en France, il y a une différence à faire entre le lobby palestinien en France et le lobby juif sioniste en France. Tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a un lobby palestinien en France? Mais il y a une différence, bien sûr. Est-ce qu'il y a un lobby juif sioniste en France? Bah oui, mais... Alors voilà, donc... Ça veut rien dire ce que tu me dis, ça démontre rien, mais non, tu ne démontres rien. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bah si tu permets, je vais démontrer. Si tu permets, je vais démontrer. Dis-moi. Je vais démontrer. Non, c'est gare. Non, mais justement, mais si tu me dis que ça démontre rien, en fait, tu me prends au mot, tu vois, je suis obligé de répondre par rapport à ça. Tu vois. Ça démontre quoi? Ça démontre que d'un côté, il y a un lobby surpuissant, d'accord, qui a accès aux médias comme il en a envie. Et de l'autre côté, tu as un lobby inexistant qui n'a pas accès aux médias. De ce fait, la seule lutte qui est permise, en fait, ou qui est accessible on va dire, aux activistes pro-palestiniens en France, c'est de mener des actions comme ils les mènent. Parce qu'ils n'ont pas accès aux médias comme par exemple l'UEJF peut avoir accès aux médias.